qui vous aide à connaître l'actualité politique en République démocratique du Congo à travers le belles analyses assorties de nos invités. Changement de la constitution en République démocratique du Congo, la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, a mobilisé la jeunesse au cœur des oui, je levé. Changement de la constitution. Faudra-t-il admettre que les jeunes ont eu à manifester ou à donner leur feu vert sur cette question du changement de la Constitution? Nous allons analyser cette question au cours de cette émission, les kiosques et puis dialogue politique en vue d'endiguer la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, jour J-D de l'expiration de l'ultimatum lancé par les chefs de l'État, par la C64 pour convoquer les dialogues. Martin Fayoulou à Paris, comment s'y apprendre pour aboutir ou aller dans ces dialogues politiques tant entendus par l'opposition politique congolaise? Nous allons analyser également cette question au cours de cette émission et puis quid de l'exécution des travaux par les services nationaux appelés les bâtisseurs. Apparemment, il y a des dérapages. Les services nationaux où ces éléments commencent à fouetter en fait la population qui du reste ne respecte pas leur ordre. Nous allons analyser également cette question au cours de ces magazines, les kiosques, avec nos invités. Carmel Balatandou, salut. Salut, monsieur. En face de lui, kiosque reçoit Isaac Mwenza. Bonjour. Bonjour Eddy, bonjour à tout le monde qui se trouve devant leurs petits écrans pour suivre le magazine d'aujourd'hui. Très bien. On doit commencer cette émission. Isaac, je commence par vous avec cette question des mégas. RTL qui bat son plein. Apparemment, il y a changement. Avec les crédits de 1500 francs, 1 giga, on pouvait faire 24 heures en fait. Mais aujourd'hui, si vous achetez les matins, les crédits se terminent à 0 heure. Qu'est-ce qui explique cet état des choses? En tout cas, permettez-moi de saluer quand même vos téléspectateurs qui adorent votre émission Kiosque au niveau de Brazzaville. Je veux dire à tous les Brazzavillois qui nous suivent, particulièrement à notre petit staff de Poto Poto. Oui. Je vois Joe Kabou, je vois Géry Amao Doucouré. Et à Pointe-Noire, je salue Marlène Bionga, qui adore aussi Kiosque, et sans oublier le colonel Alain Kwangoulou et sa charmante épouse pasteur, maman Marthe Kwangoulou. Je voudrais dire ceci. Moi, ce qui me fait très mal, parce que j'ai longtemps vécu à Brazzaville. Je peux comparer. En Afrique, j'ai été au Rwanda, j'ai été en Ouganda, j'ai été aussi en Angola. Moi, ce qui me fait très mal, je me demande si le gouvernement a un ministre de l'économie nationale. Ça, c'est la première question qui me vient en esprit. Si le gouvernement a un ministre de l'économie nationale. Mais il est là, il est présent. Tout s'est fait... C'est toujours le professeur Daniel Moukoko Samba. Mais je suis vraiment désolé. Parce que dans ses attributions, c'est lui qui a la charge de la protection du pouvoir d'achat de la population. Comment une entreprise de communication cellulaire peut se lever un matin et on touche aux intérêts de la population, alors que le régime actuel, le régime IDPC allié, le mot d'ordre ou le slogan, c'est le peuple d'abord. Donc, une décision qui touche à l'intérêt du peuple, ça ne peut pas passer dans un régime qui tient à leur vision. L'UDPS, c'est le peuple d'abord. Ils ont commencé comme ça au début. Quand le gouvernement a défendu l'intérêt populaire, on a changé. Avant, ils ont d'abord commencé en disant si vous mettez votre crédit par exemple à 14 heures, ça doit se limiter à 0 heure.
Donc on a fait pression à ces entreprises de communication pour qu'ils puissent améliorer, que les gens puissent se retrouver. Ils ont mis 24 heures pleines. En d'autres termes, vous mettez vos crédits à 10 heures, c'est jusqu'à 10 heures du jour suivant. Hier, j'ai mis de crédit, j'ai mis de mégas à 20h30, à minuit terminé. Je vais le mettre ce matin, on me dit non, c'est jusqu'à 0 heure. Je me demande où est le ministre de l'économie pour défendre l'intérêt de la population. Est-ce qu'ils ont eu des réunions avec le ministre de l'économie avant de faire ça? C'est l'occasion à Daniel Mukoko Samba de montrer qu'il est pour le peuple. Contacter ces entreprises de communication, qu'on remette les choses comme c'était avant. Et ce qui s'appelle opposition, entre guillemets, de ce pays-là. Ils ne doivent pas appeler la population pour marcher pour ça. Parce que ça ne va pas de leur intérêt. Quand c'est un problème qui touche à la population, je n'ai jamais vu un opposant congolais appeler les gens. Mais est-ce qu'il appartient seulement au ministre de l'économie de tenir compte de cette réalité? Également les pétentis. Non, je soulève une attribution du ministre de l'économie nationale dans l'ordonnance du 7 janvier 2022 portant attribution ministérielle. Dans cette ordonnance-là, je sais qu'en 2024, on a amendé, mais je ne pense pas qu'on a touché à cela. Le ministre qui a la charge de la protection du pouvoir d'achat des Congolais, c'est le ministre de l'économie nationale. Oui. Même quand le prix de transport n'est pas fixe à Kinshasa, on ne sait pas les transports c'est combien. Tantôt 500 francs, tantôt 1000 francs, tantôt 2000 francs, tantôt 2500. Aujourd'hui, c'est les mégas. Voilà, donc je me demande si on a un ministre de l'économie nationale. Et moi, ce qui me choque, quand il passe, c'est scandaleux. C'est là, il y a un problème. Ils doivent défendre l'intérêt de la population. C'est ça le rôle de ministre de l'économie nationale. C'est dans ses attributions, protection de pouvoir d'achat de la population. Que ce soit problème de transport, que ce soit problème des mégas. Et des deux, les jours où moi je verrai un opposant appeler les gens aux marches populaires ici, ou à faire des marches ou je ne sais pas, manifestations. Et si on le suit, je trouverais que les Congolais, nous sommes plus que des bêtes. Parce que quand il y a un problème qui nous concerne, maintenant là, c'est l'intérêt de la population. Vous ne verrez pas un opposant passer à la télévision ou faire une déclaration, descendons dans la rue. Vodacom, RTL, Orange doivent baisser leurs tarifs là. Personne. Parce qu'ils ont assez d'argent. Ils sont financés, je ne sais pas de qui. Ils voyagent quand ils veulent, ils ont l'argent. Donc, ils n'ont aucun intérêt à convoquer une marche pour réclamer que la Vodacom... Le tout fait partie de la même gestion. Voilà pourquoi ils ont demandé... C'est moi je dis, hein. La démission du président de la République. Regardez. Oui. UDPS, le mot d'ordre, c'est le peuple d'abord. D'abord le peuple. Il faut privilégier les intérêts du peuple. Même les gens qui nous suivent, ça fait mal. Bon, vous avez mis moi j'ai mis mes gars à 20h. À minuit, c'est terminé. Je viens de mettre encore ce matin, on me dit c'est jusqu'à minuit. Oh, avant, ce n'était pas comme ça, ça dérangeait mon budget. Et qui va me défendre? Et vous allez m'appeler demain, non, marchons, non au changement constitutionnel, dialogue, là aussi, je descends, je suis malade. Très bien. La population qui nous suit ce matin, ne descendez pas dans la rue quand on vous appelle pour marcher contre un quelconque changement de la constitution ou encore pour convoquer le dialogue. Ça, ils se moquent de nous. Le moment d'appeler le peuple à descendre dans la rue, c'est maintenant, parce que nos intérêts sont touchés. Très bien. Voilà. Carmen Balatano, je reviens à vous. Vous avez suivi, hein, l'argumentaire d'Isa Ngwensa par rapport également à cette problématique des mégas qui reste dérangeant l'inquiétude de la population congolaise. En tant que politique, comment interprétez-vous cette problématique? Bon, laissez-moi déjà partir de la même approche, de la même méthode que mon co-débatteur. Il est parti d'une petite historique. Je ne sais pas si vous voulez d'une petite historicité, partant du comportement de ces réseaux de communication de manière générale et de manière si particulière RTL. Il vous souviendra qu'il y a eu un moment où, lorsqu'il y a perturbation, il y a la lenteur, il y a la lourdeur, n'est-ce pas, quant au fonctionnement des réseaux et tout ça. En tout cas, en bienveillant, je dirais comme ça, ces réseaux-là, en poli, hein, en courtois, tout ça, nous envoyait des messages. Et il nous laissait quand même une sorte, je ne sais pas si j'appellerais cela des forfaits, de quelques heures, afin de pouvoir récupérer les heures, le temps perdu et tout cela.
Mais depuis un certain temps, il se comporte un peu en je m'en foutiste. Hein? Il s'en fout un peu de tout. Et c'est une façon peut-être de jeter de la patate chaude aux pauvres Congolais vivant déjà dans une paupérisation, qu'on leur laisse sans qu'il ait, n'est-ce pas, la protection de la part aussi d'un léviathan important. Il a évoqué les ministères de l'économie. Est-ce que ça suffit? Oui, ça suffit. Il appartient à lui qui fait partie, passez-moi la tautologie, au gouvernement, n'est-ce pas, de gérer la situation, de prendre avec soin et tout ça. À l'opposition de dénoncer. D'ailleurs, n'ayons pas une mémoire courte en tout cas. Il vous souviendra en 2023, les opposants ont été bastonnés dans ce pays pour le fait de réclamer simplement, n'est-ce pas, la même gestion, pour le fait de réclamer la vie chère. Or, lorsqu'on parle de la vie chère, il faut voir aussi le comportement de la part de ces réseaux-là de communication. Mais pourquoi cela devrait faire le fixisme sur l'opposition? Personnellement, je ne vois pas les liens. Pourquoi cela devrait faire le fait de jeter l'anathème, allais-je dire, en tout cas, chercher les poux sur les têtes des opposants et tout ça, je n'en vois pas un problème. Ne cherchez pas les poux là où il n'y en a pas. En tout cas, ces problèmes-là, nous en souffrons tous. Nous sommes tous... C'est ici que j'en appelle à la conscience des Congolais. S'il faudrait se rallier à sa logique, s'il faudrait adopter, n'est-ce pas, sa ligne de réflexion, je dirais que la liste serait longue. Puisque là aussi, il y aura certains groupes de pression, vous comprenez, qui emboîtera les pas, qui criera, mais in fine, la solution reviendra toujours, n'est-ce pas, à qui? Il appartiendra aux décideurs. C'est à eux de pouvoir gérer cette situation. On a déjà cette population qui souffre, comme je viens de le dire ici. 1500 francs dans d'autres coins, c'est beaucoup. Encore qu'il y a les problèmes de discrimination, de déséquilibre. Il y a dans certains coins où il n'y a même pas de réseau. La couverture n'est pas fiable. Et à cela s'ajoute un peu. En tout cas, cela devrait cesser. Et Daniel Mukoko Samba, le ministre des tutelles, devrait, n'est-ce pas, avoir un œil très sévère, un œil très regardant sur cette affaire. En tout cas, naf is naf, comme les Anglais le disent. Mais alors, nous tous, vous qui parlez, moi qui parle, et heureusement pour nous, nous participons à cet exercice de dénonciation déjà sur le plateau. Et nous qui sommes avisés, nous qui semblons être des Congolais avertis, il appartient à nous aussi de sensibiliser, de mobiliser partout où nous nous retrouverons. Vous comprenez? Et c'est faire pression à qui? Nous avons le contrat social d'abord avec les dirigeants et non avec les réseaux de communication. Lui a comme partenaire, lui a comme... il a affaire, n'est-ce pas, à ces multinationales-là. Il appartient à lui de leur faire pression. Vous et moi, la société civile de manière générale, les syndicats, il y a même... Des petites associations, passez-moi, je ne sous-estime pas, mais c'est comme ça. Puisque, oui, donc ça fait partie des groupes de pression. Voilà, je vois Joël Lamika et tout ça. Et il est grand temps de nous réveiller pour pouvoir booster nos dirigeants. Vous serez d'accord avec moi. Parfois, je suis de ceux qui pensent que tout peuple mérite les dirigeants qu'il a. Un peuple paresseux ici. Je ne caricature pas le peuple congolais, mais je suis resté un peu dans ces dictons-là qui dit que un peuple paresseux aura des dirigeants paresseux aussi. Un peuple courageux aura des dirigeants courageux. Or, ici nous avons affaire, peut-être, je dirais cela, peut-être, toujours nous autres également, peut-être au roi paresseux, qui sait. Et il appartient à nous, le peuple congolais, de pouvoir leur booster, de pouvoir leur pousser, n'est-ce pas, à s'acquitter comme il se doit de leur devoir. Très bien. Joe Maele, vous êtes venu en retard, hein? Donc nous parlons de cette problématique de mégas, en fait. Les mégas qui pouvaient rester, en fait, les systèmes instaurés par la société de téléphonie cellulaire, où on pouvait acheter le méga d'1 giga à 1500 pour 24 heures. Aujourd'hui, on a réduit les timings. Vous pouvez acheter ce matin
pour finir à 0 heure. On se pose la question, pourquoi ces compagnies ou sociétés de télécommunications prennent des décisions d'une manière comme ça, unilatérale? Est-ce qu'ils ont eu le temps de discuter avec l'autorité des tutelles, c'est-à-dire le ministre de l'économie, le ministre des pétentifs, pour prendre une telle décision? Ou ils peuvent comme ça à la va-vite prendre une décision qui inquiète aujourd'hui la population congolaise? Comment voyez-vous ces problèmes? Merci, cher Edi Kabeya, pour la question. Mais permettez-moi de faire un petit crochet avant que je vous en prie, en fait, à votre question. J'aimerais poliment saluer les co-débatteurs avec qui nous allons naviguer dans le monde des idées. J'aimerais aussi, d'une manière patriotique, transiter à l'est du pays, parce qu'il y a nos frères et sœurs qui meurent là-bas. Vous savez, ces frères et sœurs qui meurent, qui subissent des actes d'atrocité, sont les reflets de certaines personnes que moi j'appelle des Congolais inconscients, qui ont choisi de tenir les armes contre la République. Et entre autres, il y a M. Nanga et M. Corneille Nanga. Et M. Nanga et puis M. Kabila, excusez-moi. Alors, nous qui sommes Congolais conscients, nous disons à tous ces frères et sœurs qui sont à l'est du pays que nous vous soutenons spirituellement, mentalement et moralement, et nous pensons que nous avons la certitude que cette situation tend vers sa fin. Et puis nos civilités au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Hier, nous avons eu à célébrer la journée de la jeunesse. Alors ici, c'est les sujets du jour, il ne faut pas aller vite en besoin. Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Répondez à la question. Pour moi, c'est un petit biscuit, c'est un petit biscuit. Je vais répondre. Écoutez-moi, M. Edi Kabeya. M. Edi Kabeya, il ne faut pas aller vite en besoin, s'il vous plaît. Comprenez ma démarche, s'il vous plaît. Oui. Vous m'avez accordé la parole, comprenez ma démarche. Il faudrait me laisser finir pour comprendre ma démarche. Pourquoi je parle de la journée de la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, sous la houlette de Félix Tshisekedi, les jeunes ont de plus en plus de la place dans la scène politique en train d'opérer. Alors, par ricochet, j'aimerais soutenir, dire à tous les jeunes, particulièrement du parti FIDEC, parce qu'il y a un jeune qui fait la fierté du parti FIDEC, l'honorable Shekem Malangi, d'ailleurs, qui a été nommé président de la Ligue des jeunes des FIDEC, et il arrive aujourd'hui à Kinshasa pour une mission particulière. Demain sera son installation comme président de la Ligue des jeunes de FIDEC. Alors, je m'étais dit, comme je suis jeune, comme hier nous avons célébré la journée de la jeunesse, pourquoi pas donner ma voix à l'honorable Shekem Malangi, qui est l'élu de Lubumbashi. Demain sera sa cérémonie de remise et reprise d'investiture, si vous vouliez. D'ailleurs, j'invite tous les jeunes des FIDEC et nous qui sommes de l'Union Sacrée d'aller assister à cette manifestation pour donner la voix à un jeune qui fait notre fierté. Très bien, répondez à la question. Des deux, je suis très fâché contre le gouverneur Bumba. Je suis très fâché contre... Je suis très fâché. Moi, j'ai vu des gens pleurer à partir de la semaine passée, le jeudi, le vendredi. Moi, je suis résident de la commune d'Engaliema. Particulièrement, je suis à Upen. À l'heure où je vous parle, le marché de Upen a été rasé totalement. Les immeubles ont été rasés. Je me pose mille et une questions. Je me suis posé mille et une questions. Est-ce que le gouverneur Bumba a le temps de préparer ses politiques publiques? Est-ce que le gouverneur Bumba a le temps de faire des études sur terrain? Je me suis posé encore une question. Le marché vers Massikita, en fait. Non, les grands marchés de Upen a été rasé. Tout le grand marché. Je me pose multiples questions. L'immeuble Mutomboudi Kembe, où on a engagé plusieurs personnes, a été rasé. Mais maintenant, là, ils vont commencer sur la route Matadi, la route Upen. Les constructions qui sont là, les personnes qui ont acheté les parcelles légalement, qui ont des documents, ben, ils ont dit qu'ils vont raser toutes ces parcelles. Je me pose des questions. Est-ce que M. Bumba, pour mission de discréditer la gestion ou le mandat du président Tshisekedi? Je me pose multiples questions. Est-ce que c'est la manière dont on traite le peuple qui vous a mandaté, qui vous a élu? J'étais tellement écœuré lorsque j'ai vu les mamans pleurer. J'étais tellement écœuré. Et puis dans une période très sensible. Nous sommes dans une période où nous tournons vers la rentrée scolaire. Lorsque vous regardez les personnes qui opèrent dans ces marchés, sont des personnes aujourd'hui qui sont dans l'informel, qui nourrissent les foyers, qui nourrissent les familles. Et nous tournons vers la rentrée scolaire. Je me suis dit, est-ce que le gouverneur Bumba
lorsqu'il est assis sur sa chaise à l'hôtel de ville, il est content de ses actions. Je me pose multiples questions. Aujourd'hui, j'ai été mandaté. Mais il faut comprendre aussi, on assiste à une floraison des constitutions anarchiques. Écoutez, je parle du marché UPEN. Peut-être ils ne sont pas. Écoutez, je parle du marché. Le marché UPEN, monsieur Eddy. Si vous êtes résident, vous allez comprendre. UPEN a été rasé. Oui. Et les routes, j'ai dit, moi, bon, si c'était des constructions anarchiques, il y a eu toute une méthode. Vous pensez que nous qui sommes ici, nous ne savons pas comment est-ce qu'on avise les personnes qui construisent anarchiquement? Non. Il y a des personnes aujourd'hui qui travaillent au détriment du bénéfice de la population. Il y a des personnes aujourd'hui, je pense et je commence à conclure que le gouvernement Bumba travaille au détriment de l'image du président de la République. Parce que les gens, les habitants de UPEN ne voient pas Bumba. Les habitants de UPEN pleurent au nom du président de la République. Vous voyez, c'est le président de la République, c'est son nom qui est discrédité, c'est son image, c'est sa gestion, c'est son mandat. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, M. Daniel Bumba, en tout cas, si vous êtes humain, essayez d'arrêter. J'ai investigué. Il y a, si vous voyez la route qui amène UPEN à partir de l'arrêt Kananga, vous montez. Ce sont des parcelles qui ont été achetées depuis l'époque de Mobutu. D'ailleurs, on venait de construire les caniveaux là. Oui. On a créé, on a construit les caniveaux. Ces parcelles n'avaient pas de problème. Mais aujourd'hui, on se réveille. Ces gens-là viennent. J'étais témoin hier, parce que je connais, j'ai d'ailleurs ma belle famille qui est tout au long de cette route. Ils viennent pour dire qu'ils vont casser. Je me pose la question. C'est au nom de quoi? Ces parcelles existent depuis très longtemps. Ils ont acheté, ils ont des documents. Mais lorsqu'on veut, on veut détruire, c'est pour construire quoi? Parce que la route du Pen est énormissime et grande. D'ailleurs, on a eu à construire des caniveaux là. Donc ici, je dis à M. Daniel Bumba, je suis très fâché contre vous. Je suis fâché patriotiquement. Parce que votre politique de gestion, c'est une politique qui ne satisfait pas la population, c'est une politique qui va au détriment des intérêts de la population. Sachez cela, lorsqu'on est autorité, on travaille pour satisfaire les besoins et les doléances de la population. Et non de devenir un carnivore, un cannibale pour bouffer la population. Alors, je parle de mes gars. Je pense qu'ici, je suis encore très écœuré, très sidéré du comportement de ces opérateurs téléphoniques. Vous savez, lorsque vous sillonnez les pays africains, nous sommes parmi les pays où les unités, si vous voulez, les mégas sont très élevées, sont très chères. Pourquoi? Parce que, je dirais, il y a un peu de laxisme dans ces domaines-là. Moi, je vais plus parler du ministère de Pétentique, le ministère des tutelles. Mais il faut une remise en question. Une remise en question de ses partenaires. Vous savez, à l'époque, lorsque nous grandissons, chaque année, Vodacom faisait, je pense Vodacom et RTL, d'ailleurs ils étaient en train de faire la course sur le nombre d'abonnés. Ils nous donnaient chaque année le nombre d'abonnés. Non, Vodacom a atteint maintenant 1 million d'abonnés. Félicitations, Vodacom a atteint 2 millions d'abonnés. Vous voyez, aujourd'hui cette pratique n'existe plus parce que je pense et je suppose qu'il y a des mainmises. Vodacom et d'autres réseaux téléphoniques aujourd'hui qui travaillent d'une manière occulte avec certaines autorités que je ne cite pas les noms, et leur manière de faire retombe sur la population. Leur manière de faire, c'est quoi? C'est qu'ils majorent, ils mettent des prix élevés, ils mettent des tarifs qui ne vont pas au bénéfice de la population. Laissez-moi, ici j'interpelle simplement. C'est un moment d'interpellation, nous avons dénoncé, mais interpellons aussi. Nous interpellons les autorités. Il faudrait savoir une chose. Monsieur Eddy, je regardais les documentaires de Mobutu. J'ai regardé l'histoire du XXe siècle en Afrique. Mobutu était parmi les 10 chefs de l'État africains qui avaient des lauréats, qui étaient respectés dans le monde. D'ailleurs, Mobutu s'est appelé Sese Seko. Donc éternel. Mais à un moment, le jour de son enterrement, j'ai vu que Mobutu a été enterré seulement par un cercle restreint, moins de 10 personnes. Pour dire à ces personnes-là que l'autorité passe, la suprématie passe, la gloire passe. Oh, moi sur moi. Non.
Mais tu es de l'Union sacrée. Je suis très haut. Si je suis de l'Union sacrée, donc je ne peux pas dénoncer. Je les réaffirme. Oui. Je suis de l'Union sacrée. Oui. Et je l'ai toujours dit, il y a de ces autorités-là qui travaillent au profit de la population. Il y a de ces autorités-là aussi qui travaillent au détriment de la population. Alors, je suis un citoyen. Je suis une portion de la population, je suis une portion du peuple. Si je dois dénoncer pour notre... D'ailleurs, ce sont des choses qui n'existaient pas dans le passé. Sous le label FCC, sous la gestion des FCC, c'était Magister Dixit. Le maître a dit, on reste dans ça. Oui. Que ce soit le bien ou le mauvais, on reste dans ça. Nous avons les bénéfices avec Félix-Antoine Tshisekedi. D'ailleurs, regardez à l'émulation démocratique qui existe à l'IDPS, le premier parti de l'Union sacrée. Alors, ici, nous aussi, nous dénonçons. Nous dénonçons la même mise, la même loi, une méthode occulte de certaines autorités de travailler au détriment de la population, au détriment. D'ailleurs, je parlais de Mobutu pour dire à ces autorités-là, un jour, vous risquerez peut-être d'être enterré par des personnes minimes. Travailler au profit de la population pour que votre nom reste éternel. Vous voyez aujourd'hui, je finis par là. Lumumba n'a pas fait trop de temps dans la gestion du pays. Mais pourquoi Lumumba, son nom est éternel? Lorsque on parle de la République démocratique du Congo, s'il y a deux noms qu'on doit attacher à la RDC, le premier nom qu'on attache c'est Lumumba. Pourquoi? Parce que Lumumba a compris que travailler pour les intérêts de la République, travailler pour les intérêts du peuple, vaut plus que tout. D'ailleurs, j'ai dit aux opposants qui ont toujours clamé le dialogue, c'est un moyen par lequel vous pouvez vous attirer aujourd'hui l'assentiment de la population. Parce qu'ils se sont toujours dit que nous travaillons pour le peuple. Nous travaillons pour le peuple. Oui, vous travaillez pour le peuple. Aujourd'hui, les problèmes des mégas sont là. Sortez la population, allez-y marcher pour dire au ministre des Pétentiques, revoyez votre manière de faire les choses avec les opérateurs économiques. Mais vous allez voir, les opposants ne vont pas faire ça parce que leurs intérêts n'y s'y trouvent pas. Très bien. Changeons de chapitre, on ne doit pas s'éterniser là-dessus. Plusieurs agents fonctionnaires de l'État m'ont contacté pour parler de cette problématique de mécanisation et qui dirait s'ils sont roulés dans la farine. C'est toujours on va mécaniser en avril, on va mécaniser en juillet, on va mécaniser en octobre. Mais quand on mécanise, ce sont les noms des inconnus qui apparaissent au détriment des agents réguliers, en fait. Isaac Mwenza, comment voyez-vous ces problèmes? Bon, en tout cas, ce problème est profond. Mais avant de le toucher, je voudrais répondre à Carmela. Oui. Je crois, Joe Maël aussi lui a fait remarquer ça. Par disant que souvent, quand l'opposition ne trouve pas son intérêt en quelque chose, on n'amène pas les gens dans la marche. Moi, je pense que l'opposition, vous faites aussi partie de la population. Ayant échoué aux élections, vous vous retrouvez avec la population, en principe. Je ne vois pas la différence. Vous amenez les gens à faire des marches pour refuser qu'on ne change pas la Constitution ou pour exiger le dialogue, mais vous ne pouvez pas appeler les gens à marcher pour qu'on puisse baisser, par exemple, une augmentation d'un tarif ou de quelque chose qui concerne la population. Je pense que si vous faisiez ça, le jour où le peuple aura la conviction que l'opposition défend nos intérêts, je pense que quand vous demandez aux gens de descendre dans la rue pour réclamer le changement, le refus par exemple du changement constitutionnel, on pourrait vous suivre, mais je ne pense pas, parce que la constitution que nous avons, elle est mauvaise. Je pense que j'étais d'accord avec vous sur un seul point, quand vous soulignez que un peuple paresseux mérite des dirigeants paresseux. Et après vous dites, bon, on a un roi paresseux, c'est pour ça. Bon, là, le vrai problème, c'est quoi? Je suis convaincu et je crois que tout peuple mérite les dirigeants qui le dirigent. Moi, j'étais à Brazzaville, hein, 200 francs CFA. Ça fait 800 francs ici, 800 francs congolais. Pour le crédit, vous avez 30 minutes pour 800 francs congolais. 30 minutes, tout réseau. Ici, vous avez 1500, vous avez 8 minutes. Chez eux, le transport, c'est 150 francs. 1000 francs taxi, peu importe là où vous allez. Ici, chez nous, les prix fixes de transport, on ne sait pas. Mais l'opposition n'en a jamais fait un problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent.
Ils roulent dans des jeeps luxueux. Ça ne les concerne pas. Que Vodacom augmente voilà, le prix de Mégala. Ils ont l'argent. Mais c'est le peuple qui en passe. C'est le peuple qui souffre. Et quand il s'agit du peuple, on ne défend pas les intérêts du peuple. C'est dans ce sens-là, voilà. C'est dans ce sens-là que ce soit John Maëlle ou moi, je fais ce parallélisme entre l'opposition. D'ailleurs, j'ai commencé par condamner le pouvoir. Pour dire qu'on a un ministre de l'économie nationale qui, dans ses attributions, a la charge de protéger le pouvoir d'achat de la population. Lui faille à ses attributions. Et du côté de l'opposition, qui devait inciter la population à revendiquer ça, l'opposition aussi mou. Pourquoi? Parce que ses intérêts n'est pas là. Bon, maintenant, parlant de mécanisation. C'est ici, je peux saluer Nadine Manga, qui est une infirmière à l'hôpital de Matete. Elle est mécanisée. Non, non. Elle a plus de, je crois, plus de 10 ans ou 20 ans. Plus de 20 ans. Elle est infirmière depuis 20 ans, mais ça fait 10 ans depuis qu'elle attendait sa mécanisation. Et elle me dit, on leur demande $100, 150 COP pour que ça sorte. Et le secrétaire général de l'administration publique. J'ai été choqué. Et une autre personne m'a dit, ah, tu es journaliste, tu peux défendre notre intérêt comme tu es de l'Équateur, et le ministre de l'Équateur, Liaou, peut-être il peut défendre nos camps, tout. Moi, j'ai dit, mais je ne peux pas arriver à ça, je ne peux pas faire ça, parce que je sais que lui-même, le ministre de la fonction publique, Liaou, n'est pas tribal. Je peux l'accuser de tout sauf le tribal. Il n'est pas tribal. Mais le problème, il faut qu'on veille. Quelqu'un qui a tous les éléments, qui a plus de 10 ans, pour mécaniser, c'est un problème. D'autres disent, je suis mécanisé, mais l'argent, je n'arrive pas à toucher mon argent et tout. Donc, qu'on mette du sérieux à cela. C'est bien beau de faire des discours, on a mécanisé 4 000, 5 000, pendant qu'en réalité, on trouve toujours des plaintes. Moi, je pense que le ministre doit bien gérer ces problèmes. Non, je voulais vous donner un cas. Ouais. Il y a au ministère du développement rural, l'OVDA, en fait, l'ONHR, où on a mécanisé 600 agents. Mais parmi les 600 agents, il n'y a pas les noms des agents réguliers. Dans la vérité, c'est quoi? Donc, il y a le DG qui a engagé ses enfants. C'est ça le problème des partis politiques. Regardez, vous trouvez ça normal? Et puis regardez, il y a à boire et à manger en tout ça là. Je vais vous dire une chose. Oui. À l'époque de Mobutu, quand Mobutu disait non au tribalisme, dans ses discours, il disait je vous place ministre ou DG. Si on voit, écoutez, si on voit dans votre cabinet plus de 3 personnes appartenant à votre tribu, vous êtes révoqué. C'était comme ça pendant la Deuxième République. Mais ici, quand un ministre est du Kasaï, regardez son entourage. Quand un ministre est du Bandundu, regardez son entourage. Plus de même 10 ou 20. C'est bien beau de dire non au tribalisme, mais quand on ne sanctionne pas, ça veut dire quoi? Bon, je veux maintenant terminer en disant, tout ça là, ça résume les champions d'élite qu'on a aujourd'hui. En droit, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que quand on édicte une loi, quand une loi est promulguée, par exemple, au journal officiel, et que la loi a interdit qu'on ne puisse pas se promener la nuit, vous n'avez pas lu ça, vous ne saviez pas, mais vous vous promenez la nuit, on vous arrête, vous ne pouvez pas dire que je ne savais pas. C'est le sens de nul n'est censé ignorer la loi. Mais les gens qui ont élaboré les lois, les juristes, ils disent qu'il n'y a pas de règles sans exception. Ce n'est que dans les destructions anarchiques ici que je ne trouve pas d'exception. Moi, je suis allé à Allée Verte pour voir la parcelle de Godin Poy, pasteur que je salue, qu'on a détruite. Il doit y avoir des règlements de compte. Franchement, on ne pouvait pas détruire sa maison, décrire sa position. Et puis, bien qu'il a présenté ces documents, tout là, depuis l'époque de Mobutu, la maison de pasteur Godin Poy, on ne pouvait pas détruire ça. Vous savez pourquoi? Parce que la maison n'est pas dans la rue. Mais c'est pour ça qu'il a dit ça, c'est une provocation. Et puis, pris de colère, il a dit, si je n'étais pas pasteur, j'allais peut-être me retrouver à Goma. La vérité, il ne peut pas se retrouver à Goma parce qu'il a du sang congolais, de père et de mère Godin Poy. Sinon, il pourrait aller à la rébellion. Ça veut dire que, même si on dit on doit tout détruire, les exceptions ne manquent pas.
Est-ce qu'on peut détruire... Non, revenons à Attends, je vais terminer ici, c'est important, c'est important. Est-ce qu'on peut détruire une école, un hôpital, ou bien, par exemple, une station essence? Bon, même si elle était le diable du Congo, mais je pense qu'on devait avoir un peu du respect dans un patrimoine de Mobutu. Sa maison à Bandal, on a aussi cassé. De Mobutu, l'ancien chef d'État. Ça a été cassé? Oui, allez voir. Moi, j'étais là, on est passé la Nièvre. Ah bon? Oui. Ça dit sans distinction, comme toutes les maisons balayées. Or, on devait avoir une mesure. De grâce soit, ne faire pas comme ça. Ni leur dire non, enlever, tout, les mettre ensemble avec tout le monde. Mobutu était président de ce pays pendant 32 ans. Son patrimoine, on devait garder un certain respect. C'est là que je soutiendrai John Maélé pour dire, je suis désolé moi-même. Très bien. Et je termine en disant, moi j'ai toujours dit, je suis convaincu que Kagame nous a infiltrés jusque dans le gouvernement. Un ministre incompétent ne travaille pas pour président Tshisekedi. Je suis vraiment désolé. Lorsqu'on est incompétent, on est en train de combattre le président Tshisekedi dans le gouvernement. L'échec sera sur sa tête. Quand vous faites souffrir la population, ça revient sur le chef de l'État. C'est ça qu'on ne comprend pas. Vous pensez que même pendant 18 ans de règne de Kabila, il ne voyait pas qu'il y avait un peu de... Parfois, il faut tenir aussi compte de certains paramètres. Très bien. Donc, on ne doit pas le faire de manière automatique comme des robots. L'homme réfléchit. Même si on dit détruisez... Je vais vous donner... Je termine ici en disant, il n'y a pas de règle sans exception. Moi, j'ai vu ça pendant la Covid-19. On dit que quand vous mourrez, on prend votre corps directement, on va enterrer. Pas de 1 heure ou 2 heures là. Mais les funérailles de mon ami, Emery Mukendiwa Fonapé à son âme, il était conseiller juridique du chef de l'État. On a organisé sa veillée à cinquantenaire, le mois de juin 2020, quand on prenait seulement le cadavre directement. C'était exception. On ne pouvait pas enterrer Mukendi comme tout le monde. On dit que non, c'est la loi. Il n'y a pas de règle sans exception. L'effort, j'ai étudié avec lui, on a terminé ensemble. Pendant plein Covid, on a eu des masques, on a fait la cérémonie normale. On n'a pas pris son cadavre directement, son corps directement aller enterrer. Il y a des exceptions en tout. Même si on dit on doit tout détruire, il y a certaines maisons qu'on ne peut pas détruire. Je peux donner par exemple la maison de Mobutu, on ne pouvait pas. Oui. Carmel Valentin, je reviens à vous. Problématique de la mécanisation en République démocratique du Congo, alors que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait instruit le membre du gouvernement, notamment le ministre de la fonction publique, finance, budget, de terminer, peut-être au courant de cette année, avec cette problématique de la situation des non mécanisés en fait. Mais un constat amer se dégage, d'autant plus que dans la récente mécanisation, on a vu dans certains ministères où, au lieu que l'on puisse mécaniser les agents réguliers, mais les DG, les ministres, les secrétaires généraux ont eu à mécaniser les membres de leur famille, les membres des partis politiques, au détriment des agents réguliers. Comment voyez-vous ces problèmes? Merci pour la question, M. Edi Kabia. À votre question, je vais y répondre. Mais laissez-moi un petit peu réagir à ce que vous avez dit. Tu commences par mon co-débatteur d'en face. Je ne sais pas s'il serait en train de se contredire lui-même. Il a évoqué un principe général du droit. Nemo se sento ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. Et ajouterai-je, ignorantia iura non excusat. Lorsqu'il s'ostine en fait que Mobutu fut un président de ce pays et que ses avoirs, Ikensnouk, ne peuvent pas être touchés, je me dis, on est dans un état où ce sont les institutions, les normes qui valent, qui sont à la primauté, où ce sont les injonctions de fait ou les bons vouloirs. Je n'ai pas dit que c'est bon ou c'est mauvais. Non, j'ai parlé d'exception. S'il se fait que j'ai parlé d'exception, l'État, n'est-ce pas, a trouvé que les biens légués par Mobutu se trouvent, n'est-ce pas, dans les domaines publics réservés à l'État, là, l'État ne peut que sortir ses griffes au nom de la puissance publique.
n'est-ce pas, d'aboutir à cette fin, en tout cas, de faire ce qui bon lui semble, n'est-ce pas, puisque c'est l'État, nul ne peut aller au-delà. Je parlais d'exception. Excusez-moi. Exception. Excusez. Exception. Nul n'est censé ignorer la loi. Ces rappels, je l'ai appris de vous, vrai ou faux. Mais j'ai aussi mentionné Ni moi, l'exception. ni vous autres, personne ne sait de manière claire les contenus, ce qui se passe réellement. Mais moi, je me dis que dans une large hypothèse où les biens de Mobutu se trouveraient dans les domaines publics réservés à l'État, déclarés non désaffecté, puisqu'il y a une procédure pour qu'un bien soit déclaré comme étant désaffecté du domaine public de l'État. Dans ces cas-là, jusqu'à preuve du contraire, l'État ne peut que s'acquitter, n'est-ce pas? Il a plein droit au nom de la puissance publique d'arriver à cela. Mais de manière réelle, on ne sait pas ce qui se passe. Monsieur Edi Kabeya, en gros, je dirais que l'IDPS a échoué. L'IDPS, excusez, oui. L'IDPS a manqué l'occasion de donner la satisfaction au peuple congolais. On n'a pas senti cette touche de rose, n'est-ce pas, sur la joue des Congolais, en faveur des Congolais, on ne l'a pas senti. Où est passé les slogans « le peuple d'abord » Où est passé les slogans à travers lesquels on cessait de nous casser les tympans, inutilement parfois, l'état des droits, n'est-ce pas, dans la fonction publique? Le népotisme est évident. Mais il y a quand même des réformes entreprises par le ministre et le VPMB. Parfois creuses, qui n'aboutissent à rien. Nous vivons dans cette même société. Je n'ai pas dit que tout est faux dans ces régimes. Mais il ne faut pas seulement incriminer la faute au ministre des tutelles, mais les secrétaires généraux des ministères ont aussi une part de responsabilité par rapport à cette mécanisation. Si vous voyez qu'il y a un faux pas, n'est-ce pas, dans les chefs de ce que vous êtes censé contrôler, qu'est-ce que vous devez faire? On a peur de la sanction. On a peur peut-être de l'être sanctionné, puisque ce sont eux les vrais chefs de base, dans leur coin, dans leur terroir. Est-ce qu'on se pose la question? Vous comprenez? On a peur. Est-ce que ces gens-là, s'il vous plaît Carmel, on se pose la question, est-ce que ces gens-là, les secrétaires généraux, certains directeurs, aident les chefs de l'État, aident réellement les chefs de l'État vraiment? Parce que ce qu'on voit, vous comprenez, quand est-ce qu'on va finir avec cette problématique des non mécanisés? Quand? Parce que déjà l'initiative a été prise, mais malheureusement la même initiative du chef de l'État est combattue par certains ministres, certains DG, certains directeurs. On se pose des questions. Est-ce que cette mécanisation va vraiment se terminer en République démocratique du Congo? Autant que vous, je me pose la question, et surtout que nous sommes au présent, nous ne savons pas ce qui va se passer dans le futur. Mais le constat est amer, le constat est tel que on ne sait pas imposer le respect de la culture institutionnelle dans ces pays. C'est ici que je voudrais réitérer le fait de dire que l'IDPS a manqué. L'IDPS a manqué. Pourquoi? L'IDPS a critiqué pendant 37 ans les différents régimes qui se sont succédés. Vous comprenez? Il a critiqué une grande partie du règne de Mobutu. Il a critiqué les deux Kabila, mais aujourd'hui, on ne sent pas la différence. Parfois, elle l'est fait de la belle manière. Là, je voudrais ne pas entrer, ça c'est un autre débat. Vous comprenez? On ne voit pas grand-chose. Il n'y a pas que ces secteurs-là, mon frère. Comment imaginer quelqu'un est déjà dans la voie normale, mais il ne gagne rien? Et si cela était son seul job, était sa seule ressource, son seul gagne-pain, et surtout on nous dit que les salaires ont un caractère alimentaire, comment vivent ces gens-là? Mais bizarrement, vous verrez les bananes quasi, vous verrez Bapeti, vous verrez comment est-ce qu'on les appelle, les militants et tout ça. Nous déplorons tous. Très bien. Il est évident que, excusez-moi, je voudrais ici rappeler que lorsque l'opposition, n'est-ce pas, prône pour le respect de l'ordre constitutionnel, personnellement, ça n'engage que moi, cela ne devrait pas se limiter à la limitation des nombres et des durées des mandats, c'est-à-dire le respect de la Constitution en entier.
Or, la Constitution consacre aussi le fait de donner le bonheur à la population congolaise. Et là, déjà, l'opposition est dans les bons. Encore, la série sur les gâteaux, c'est lorsque mes débatteurs veulent nier les évidences, les faits. Vous savez, les faits sacrés. Je me répète ici. L'opposition, en 2023, je prends juste un fait parmi tant d'autres, avait marché pour la vie chère, pour la crise alimentaire. Est-ce que cela ne suffit pas? Cela c'était sauté par les bastonnades de la part de ces régimes. Il y a eu la répression, on pouvait même voir un enfant qui se faisait bastonner, tout ça. Bon, c'est un fait de triste mémoire, parfois je n'aime pas, je n'aime plus y penser, on regrette tous. Mais qu'à cela ne tienne, en tout cas, il appartient, nous avons les contrats. Les opposants, vous l'avez si bien dit, n'est-ce pas, appartiennent à la population. Et les populations non politiciennes, qui n'est pas opposantes, vous comprenez, qui ne sont pas opposantes, et les populations et nous autres là, nous avons un regard fixé sur ceux qui sont censés être nos léviathans. Ce sont, vous comprenez, ne faites pas une partie de fuite des responsabilités en jetant l'anathème à l'opposition. L'opposition peut beau crier, peut dénoncer. Mais moi, je suis l'opposant. Je suis un opposant, je suis en train de dénoncer. Vous faites une part des responsabilités. Vous comprenez? Je suis en train de dénoncer. Oui. Vous comprenez? Alors, il appartiendrait à qui de décider finalement? De décider. Très bien. Joe Maëlé, je reviens à vous. On se pose la question de savoir où est parti le peuple d'abord dans l'Union pour la démocratie et le progrès social prôné devant cette problématique de la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État. Il y a des agents qui restent de nouvelles unités jusqu'à la fin de leur carrière. Certains agents maires sans jamais toucher la prime, mais également les salaires, la rétrocession ou même le budget annexe, pendant que c'est les concubines, les membres de partis politiques et même leurs chauffeurs sont mécanisés. Comment voyez-vous ces problèmes? Merci pour la question posée. Ça, c'est encore un problème qui surgit récurremment dans notre société, mais je ferai une analyse un peu approfondie de ces problèmes. Mais j'aimerais revenir au propos de mon frère. En l'écoutant parler, il est en train de dédouaner l'opposition. Il a dit à la population aujourd'hui, par ces mots, que tout ce que fait l'opposition est les mensonges. Oh là là, écoutez, ne m'imputez pas ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Ayez l'honnêteté de ne pas dire ce que je n'ai pas dit. En d'autres mots, vous comprenez? Il a dit que les opposants sont des menteurs. Ça, c'est votre interprétation, ça n'engage que vous. Je vous laisse la responsabilité d'admettre ce que vous dites là. Et ça sent la malhonnêteté, malheureusement. C'est ce qu'il a dit. En d'autres termes, moi, je vous dis ça en français vulgaire. Pourquoi? Je vous dis ça en français vulgaire. Il a dit que les opposants sont des menteurs. Ils militent pour leurs propres intérêts, pour leur ventre, pour les postes, pour les fonctions politiques. Ils ne peuvent pas militer pour vos intérêts. C'est ça qu'un opposant a dit sur le plateau, mais un bon français. Il dit qu'ils ont... Regardez, nous avons en 2023 organisé une marche pour la vie chère. Ok. Ils ont été bastonnés en fait. Écoutez, c'est pas moi. Les faits sont là. Non, les faits sont là. Oui. Il est fier de ça. Ça, c'est une maladie. Les faits là. C'est une maladie. Oh là là. 2023. Écoutez, vous étiez en train de parler, s'il vous plaît, soyez élégants. Pourquoi vous avez la démangeaison lorsque nous disons la vérité? Il ne faudrait pas avoir la démangeaison. Puisque ça fait rire. Écoutez, ne soyez pas hypocrite, s'il vous plaît. Ne soyez pas hypocrite, nous connaissons comment vous fonctionnez. Laissez-moi rigoler. Le jour, vous êtes opposant. La nuit, vous êtes dans la mâchoire du pouvoir. Écoutez. Soyez calme. On vous dit des vérités. Encaisser ces vérités. Ça fait ricaner. Ayez le droit d'amentir la vérité, s'il vous plaît. 2023, monsieur Eddy. Or, l'opposition nous a toujours chanté qu'ils sont avec le peuple. C'est pas ça. Donc, être avec le peuple, c'est vivre au quotidien avec le peuple. Alors, de 2023 à 2026, ce peuple-là est où? Le peuple est mort? Je ne sais pas.
De deux, le peuple vit le jour le jour. Du moment où le peuple vit le jour le jour, le problème aussi sont récurrents. Alors, je vais vous donner quelques éléments. Le peuple congolais revendique les transports. Le peuple congolais revendique l'eau et l'électricité. La mécanisation. J'arrive. Oui. Mais où se trouve l'opposition? Parce que ce sont des problèmes récurrents, non? Vous dites que vous vivez avec le peuple. Le transport n'est pas un problème. L'eau et l'électricité n'est pas un problème. L'insécurité n'est pas un problème. Donc, au moment où nous parlons, partout en République démocratique du Congo, il y a l'eau et l'électricité stable. C'est pourquoi les opposants doivent réclamer pour l'article 64. Voyez? Voyez? Donc ici, nous avons des opposants hypocrites. La seule personne qui milite, qui travaille pour le bien-être de la population s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est la seule personne qui milite pour les intérêts de la République. Donc, si Fayulu vous dit sortez, ne sortez pas. Si Sessanga vous dit ne sortez pas. Parce que Sessanga a des intérêts égoïstes. Fayulu a des intérêts égoïstes. Vous avez vu Tshisekedi construire la rocade. Est-ce que la rocade c'est pour sa famille? Je vous donne un exemple. Vous avez vu Tshisekedi inaugurer la gratuité de l'enseignement. C'est pour qui? C'est pour la famille de Tshisekedi. Problématique des mécanisations de Diomaye. Répondez à la question. Mon estimé doit comprendre qu'ici, il représente la bagatelle des menteurs. Deuxième élément. Le régime de l'IDPS a échoué. L'IDPS a échoué. Bon, cette phrase-là est remplie d'incohérences. S'il vous plaît, la phrase est remplie d'incohérences. L'IDPS a échoué. Alors, regardez la composition des acteurs qui sont dans la gestion. Est-ce que ces acteurs-là portent tous les maillots de l'IDPS? Non. Actuellement, le pays est co-géré par une majorité qui est composée par une mosaïque de partis politiques. Donc, il ne faudrait pas dire que c'est l'IDPS, l'AFC est là, l'INC est là, et tant d'autres partis. Culpabiliser l'IDPS, si l'IDPS elle-même avait la majorité, sont pourtant composés avec d'autres mosaïques. Mais à l'heure où nous parlons, l'IDPS compose avec d'autres mosaïques politiques. Donc il ne faudrait pas dire que l'IDPS a échoué. D'ailleurs, on ne déclare pas aussi l'échec d'une personne sans la conclusion de son travail. Alors la question de la mécanisation. Vous savez, messieurs, je l'ai dit ici, c'est une pratique macabre hein, qui a transité de génération en génération dans l'administration publique. Donc vous voulez incomber la faute à Matata? J'ai dit c'est au-delà de Matata, c'est une pratique macabre qui a transité. Lorsque je parle de transiter, donc nous sommes en train de traverser des générations. On fait ici à Kinshasa, on appelle des COP, on fait des combines pour que certaines personnes qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne sont pas agents de l'État aient le matricule. Au-delà de ça même, pour être recruté, il y a des combines. Moi, j'apprécie la démarche du ministre Aliaou. Oui. Mais ce qu'il faut faire, encore, il faut faire un toilettage stratégique. Des fonds. Un toilettage des fonds dans l'administration publique. Autant nous avons une justice qui est malade, autant aussi nous avons une administration publique qui est malade. Vous savez, aujourd'hui, pour la mécanisation, allez-y dans les administrations. Vous verrez les chefs des bureaux avoir des listes. Vous verrez les secrétaires généraux avoir des listes. Pourquoi? Parce que, au-delà de ça, ils cautionnent des matricules par des sommes. Oui. 200, 300, 400 $. Alors, ce sont les secrétaires généraux, les chefs des divisions et les directeurs. Les secrétaires généraux. Ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui détruisent. Je n'épargne personne. Oui, les secrétaires généraux. Il faut épargner personne. La base de tout ça. En fait. Le problème ne se trouve pas au niveau du ministre Aliaou. Parce que le ministre, lui, il réceptionne les listes et il signe. Lorsqu'il signe, on mécanise. Mais le grand problème, c'est au niveau des personnes qui font le travail des fonds. Oui. C'est là où se font des bêtises. C'est là où tout est marchandé. C'est là où tout est cautionné. Donc aujourd'hui, le ministre Liaou, vous devez, moi j'apprécie, vous devez aussi mettre en œuvre une politique. Premièrement, vous avez surveillance, en fait. Au-delà d'une politique de surveillance, une politique de recrutement. Aujourd'hui, on parle de l'ENA. Mais moi, je pense que le ministre doit travailler en connivence avec les universités. Si vous vouliez recruter les administrateurs,
les fonctionnaires, les agents de l'État, il faut travailler en collaboration avec les universités. Que les universités vous donnent les meilleurs étudiants, ces meilleurs étudiants qui vont être agents de l'État. Parce que même les modes opératoires de recrutement aujourd'hui, à part l'ENA, vous connaissez un autre mode opératoire de recrutement? Non. Les modes opératoires de recrutement, c'est amène-moi ton CV, amène-moi $200. Très bien. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Changement de la Constitution, avec cette mobilisation tous azimuts de la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Peut-on dire que la jeunesse a donné aujourd'hui son feu vert pour les changements de la Constitution en République démocratique du Congo? Vous avez 1 minute pour répondre. C'est même pas le problème de feu vert de la jeunesse ou non. La Constitution qu'on a, elle est mauvaise. Et le changement constitutionnel dans notre pays, ça ne dérange que le Rwanda et ses supplétifs qui sont ici, et C64 et autres. Parce que franchement, dans notre pays aujourd'hui, nous n'avons d'un côté le parti au pouvoir, ou la coalition au pouvoir, mais nous n'avons pas une coalition d'opposition. Si c'est les figures que je vois sur C64, les gens qu'on a vu comment ils ont géré hier, je suis désolé. Donc le Congo souffre de l'opposition, on n'a pas d'opposition. L'opposition, c'est un groupe de gens qui se préparent pour prendre le pouvoir. Mais la façon ou le comportement de l'opposition aujourd'hui, ils ne pourront jamais arriver au pouvoir. On peut aller aux élections en 2028 où ils n'auront pas le pouvoir parce que le peuple congolais n'est pas dupe. Ainsi dit les Très bien. Quand on dit l'IDPS a échoué, l'IDPS peut échouer. Et ça, c'est un langage qui est devenu que d'un opposant. Moi, je ne suis pas opposant. Je ne suis pas de l'UDPS, je ne suis pas dans l'union sacrée ni à l'opposition. Vous m'invitez comme un analyste. Je vois ce qui est de bon du côté du pouvoir, je vois ce qui est de bon du côté de l'opposition. Mais j'ai seulement exprimé mon indignation. Pour un problème qui concerne la population, je ne vois pas l'opposition agir. Et le représentant de l'opposition dans ce plateau ici, il dit... Ils ont essayé de faire ça en 2023, ils étaient bastonnés et tout là. En d'autres termes, ils ont peur de le faire aujourd'hui. Mais ils sont prêts à dire aux gens de descendre dans la rue le 15 ou le 22 pour réclamer non au changement constitutionnel. Moi, je pense que la constitution qu'on a aujourd'hui, et il est juriste, je peux le sentir. Non. En droit, tu n'es pas juriste, hein, mais tu es quand même informé, c'est très bien. Nul n'est censé ignorer la loi. En droit, on dit... J'ai oublié encore ce terme pour dire, en droit on parle de l'esprit de loi. Il y a la loi, il y a l'esprit de loi. La lettre et l'esprit. Non, j'ai dit il y a la loi, les textes, il y a aussi l'esprit de loi. Dans notre constitution, l'esprit de cette constitution des Rwandais est mauvais. Très bien. Je vais on me fait signe. Bon, je vais dire ceci, l'esprit de cette constitution est mauvais parce que c'est une constitution qui nous a amené un pseudo décentralisation qui m'empêche, moi, qui suis originaire de l'Équateur, d'être gouverneur à Bandundu. Donc on va changer cette constitution. Balatal, vous avez 1 minute pour répondre à cette question. L'obsolescence de la constitution dont évoqué Isaac Ngwenza. Peut-on dire que cette mobilisation vend sa raison d'être? Écoutez, c'est une mobilisation qui cache les compétences de la part d'une ministre qui ne sait quoi refaire. Vous savez, chaque le 12 août est dédié à une journée de la jeunesse et les thèmes d'hier étaient réalités différentes, ambitions communes. Je crois que la ministre devait mobiliser ses énergies en exploitant beaucoup plus cette thématique-là. Encore que ça concernait les ODD, Objectifs de développement durable. Il y a 17 missions, 17 objectifs, si je ne m'abuse. Il y a ODD 1, par exemple, qui concerne l'absence de pauvreté dans un pays qui est classé déjà dans la liste des PAM. Vous comprenez, un pays moins avancé, vous comprenez, c'est déjà un problème. Il y a le problème de l'éducation. Vous savez, aujourd'hui, ça fait si mal, ça fait sidérer de voir une ministre qui devait censé porter haut la voix de la jeunesse, mais il l'a transformé à des sentiments beaucoup plus partisans. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la crise, sous toutes ses formes, s'il y a cette couche-là, cette tranche d'âge-là, appelée la jeunesse, n'est-ce pas, qui est beaucoup plus touchée,
Allez dans l'Est, là où il y a l'occupation, il y a des filles mères, des enfants et tout ça, sont des jeunes. 65% de jeunes, mais de voir une ministre cacher son incompétence derrière les Djalelo, ça peut écœurer. Le pays mérite tellement mieux que on ne devrait pas avoir une ministre telle. Je regrette celui qui avait le président de la République d'avoir écouté les conseils. Pour le changement de la Constitution. Cette dame-là.